Voilà, Mohamed, c'est à toi. Ouais, merci. J'ai essayé effectivement de suivre hein, le plan, donc j'ai synthétisé ça. Il y avait pas mal, enfin, il y avait un peu plus de 10 personnes au niveau de la table ronde, donc il n'y avait pas forcément de spécialistes autour de la table, hormis une personne, je crois. Et du coup, voilà, donc les gens, enfin les personnes étaient plus là pour essayer de comprendre un peu les stratégies sur les trois points abordés, donc l'open source versus des modèles en SaaS fermés, les alternatives au pattern RAG et éventuellement, et puis quelle est la stack technique actuelle qu'on pourrait envisager sur les projets GenIA. Donc, comme indiqué, donc sur le modèle open source versus fermé, la discussion voilà, a souligné la difficulté clairement de trancher. Le critère principal, voire le seul, semblait, enfin, en tout cas, au niveau de la table ronde, enfin, c'était les problématiques de sécurité et de confidentialité de la donnée. Donc, en gros, c'est quoi le niveau de sensibilité de la donnée? Voilà, j'étais un peu surpris de ne pas avoir d'autres aspects comme la vitesse de réalisation ou l'accélération, parce qu'on sait quand même que, enfin, pour moi, clairement travailler sur des modèles as a service, par exemple, c'est quand même beaucoup plus rapide pour pouvoir déployer des cas d'usage. Contrairement à des modèles open source où ça nécessite quand même un certain nombre de prérequis, que ce soit technique, infrastructure, expertise, enfin voilà, donc il y a quand même pas mal de boulot, sans parler des aspects matériels GPU. Voilà, donc, mais les gens semblaient être voilà, l'accent clairement mis sur la sensibilité de la donnée. Voilà. Ensuite, le deuxième sujet, c'était les alternatives au pattern RAG. Là, ça a été assez vite. Effectivement, il y a le fine-tuning, mais qui reste quand même, voilà, qui, euh, qui correspond plutôt à une approche, comment dire, très particulière, qui résout plutôt des problèmes plutôt particuliers, plutôt de forme, de ton, de contraintes, plutôt que à une réponse globale sur des problématiques où j'ai des données d'entreprise que je souhaite pouvoir interroger. Et là, le fine-tuning, certes, effectivement, il permet euh, d'apporter une partie, enfin, de résoudre une partie des solutions. Et au final, la conclusion, en tout cas au niveau de la table, c'est que clairement, des approches plutôt hybrides, mixtes, voire un peu plus, permettaient permettre réellement d'améliorer euh, l'utilisation des LLM pour accéder aux données d'entreprise. Mohamed, pardon Euh, de oui. t'interrompre. Est-ce que tu pourrais juste expliquer en quelques mots ce que c'est que le pattern RAG? Parce que tout le monde ici ne connaît pas Ah. forcément et n'est pas forcément aussi spécialisé que toi Merci, sur ce merci. Non, non, mais sujet. tu as raison, parce que honnêtement, là, ça, pour Non, moi, mais moi, je suis comme pas je l'ai dit, il d'accord. y a J'ai pas. fait ça en sixième, moi. C'est ça, c'est ça. Oui, Non, mais comme je Michel, l'ai dit il n'y a pas très longtemps, comme je l'ai Michel, dit, il y a pas. personne n'est dupe. Mohamed va te poser Comme, quelques questions et on va vite te ouais, démasquer. ouais. Non, mais effectivement, alors, enfin, en gros, pour expliquer c'est quoi le RAG, en gros, un LLM tout seul, en fait, pour une entreprise, ça sert à rien. Parce que l'entreprise a besoin, les problématiques qu'elle a, les cas d'usage qu'elle a, c'est forcément en lien avec les données qu'elle détient. En tout cas, pour la plupart, pour les vrais cas d'usage dont elle a besoin. Je vais effectivement faire un résumé ou faire une traduction. Un LLM suffit, très bien, super. Par contre, si je veux pouvoir accéder à la connaissance d'entreprise, de l'entreprise, j'ai besoin effectivement de pouvoir solliciter mes données, mes fichiers, des données principalement non structurées. Et là, j'ai besoin de monter ce qu'on appelle un pipeline RAG, c'est-à-dire Retrieval Augmented Generation. Alors, il y a donc trois lettres très importantes. C'est que le retrieval, c'est que j'accède
je récupère cette connaissance d'une base de connaissances. Augmenter, ça veut dire que je constitue un contexte un contexte qui contient la question à la requête que l'utilisateur fait. Donc ça, c'est le A. Et enfin, la partie génération, c'est je génère une réponse bien formatée à partir de la question et du contexte que j'ai récupéré de ma base de connaissances. Je ne sais pas si c'est clair. C'est limpide. Voilà. Donc, Merci, ça, c'est des systèmes qui sont vraiment très, très puissants parce qu'en fait, comme vous l'entendez, en fait, je ne touche absolument pas au modèle. En tout cas, aux paramètres du modèle. Par contre, effectivement, ça nécessite déjà que ma base de connaissances contienne effectivement les informations auxquelles j'ai besoin d'accéder. Donc ça, c'est un premier problème. Et du coup, le contexte que je récupère, il soit pertinent. Second problème. Voilà, je ne vais pas les lister. Si ça vous intéresse, je viens de découvrir. En fait, il y a une douzaine de problématiques liées au RAG. Voilà. Et puis, De toute façon, tout ça, c'est dans le livre blanc de l'IMA, ouais, IA tout à fait. générative, où tu as Ouais. parfaitement expliqué en détail le sujet. Voilà, donc du coup, je fais court. Voilà, donc du coup, par rapport au pattern RAG, donc clairement, les solutions qui permettent effectivement c'est plutôt de compléter et pas plutôt de le remplacer. Je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile. Par contre, même si on voit de plus en plus des modèles qui intègrent le RAG directement, directement. Donc ça c'est des choses apparemment une tendance qui se profile. Mais en gros, un système qui concilie à la fois le RAG, à la fois du fine-tuning sur ses propres données ou sur plutôt un fine-tuning qui permet quelque part de reproduire l'image de l'entreprise d'une manière générale et le prompting, également la façon également de faire du prompt. Et là aussi, il faut être très, très vigilant sur le formatage du prompt. On peut gagner énormément de précision, d'efficacité par rapport aux réponses du RAG si le prompt est correctement fait. Et ça, souvent, on ne fait pas attention. Voilà. Okay. Et enfin, le dernier sujet qu'on a abordé, c'est la stack technique. Et là, on a tout de suite bifurqué sur, effectivement, il faut un orchestrateur de type LongChain, il faut une base vectorielle pour justement stocker la base de connaissances sous forme de vecteurs parce que ça permet effectivement de faire des choses qu'une base de données normale ne permet pas, notamment la recherche par similarité ou la recherche par cosinus ou la recherche par distance. Et donc c'est des recherches qui sont beaucoup plus rapides que si on devait le faire sur des bases normales. Voilà, donc ça c'est donc orchestrateur, une base, un orchestrateur donc sous type LongChain, une base vectorielle, un retriever, un modèle d'embedding bien sûr. Ça c'est important parce que le modèle d'embedding, on n'en parle pas beaucoup, mais souvent ils sont plutôt entraînés en anglais, donc du coup il faut faire attention quand on veut travailler en français. Et puis bien sûr un LLM. Alors, LLM, effectivement, de type Mixtral, qui sont franchement très, 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 très bons en termes de performance. Voilà un peu à minima la stack. De plus en plus, on voit apparaître des modules de validation de guardrail, effectivement, qui permettent d'évaluer les réponses du LLM, qui évitent effectivement de faire des petites erreurs. On rajoute également des couches de cache pour, effectivement, si on a les mêmes réponses, ça garantit, les mêmes questions, ça garantit d'avoir les mêmes réponses. Voilà. Et puis potentiellement, voilà. En tout cas, au niveau de la table ronde, voilà de quoi on a discuté. Sachez qu'il y a deux frameworks qui se dégagent. Il y a LongChain qui est vraiment l'orchestrateur. Voilà. Et je préconise, moi, de l'utiliser en complément avec LlamaIndex, notamment quand on fait du RAG. LlamaIndex, c'est vraiment un framework très spécialisé sur le RAG
avec ses capacités notamment d'ingestion des données. Il offre énormément de possibilités pour à la fois ingérer les données, à la fois les formater, à la fois faire les différentes typologies d'optimisation. J'ai parlé tout à l'heure effectivement, quand on prend un document, on le découpe en morceaux. Certes, on peut perdre certains contextes, mais par contre, on peut créer une sorte d'arborescence entre des morceaux de documents, le document principal et ainsi de suite, et retrouver ce type d'informations. J'arrête là. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci beaucoup, Mohamed. Je vois que Ludovic est revenu de la 5e dimension, donc on est ravis. Je ne sais pas combien de temps il va rester avec nous, on va voir. Sur cet premier atelier, il y avait aussi Yann et Paul. Est-ce que Yann, déjà, tu as un mot à ajouter rapidement et sans rentrer trop dans la technique pour ne pas perdre tout le monde? Ouais. Bonjour tout le monde. On était assez stratégique, moi, dans mon atelier en plus, donc on a respecté ça. Rapidement, il y a 3 points. Le premier, c'est la partie open source versus propriétaire pour les modèles. En fait, il n'y avait pas eu tant de sujets que ça. C'est-à-dire qu'il y a des entreprises qui avaient des contraintes fortes, comme MBDA, qui en fait étaient du coup full OSS, et celles qu'ils pouvaient faisaient de l'Azure avec ChatGPT. Donc voilà, un gros consensus sur Mistral, tout ce côté Cocorico quand même. Ils font les meilleurs modèles open source et c'est français, donc c'est top. Après, les 2 gros sujets sur lesquels on a discuté, le premier, c'est en fait, dans tous les cas d'usage, quelle que soit la maturité, juste s'ils ont listé ou ils en ont déjà fait, le premier cas d'usage pour tout le monde, c'est le cas d'usage de recherche documentaire, donc un chatbot en interne de l'entreprise sur des données expertes en interne, basé sur du RAG dont on parlait Mohamed. Là, en fait, ce qui était assez intéressant, je trouvais, c'était qu'il y en avait quelques-uns, on était quelques-uns, à l'avoir fait, avoir déjà des premières expérimentations. On a tous dit que cette fameuse recherche hybride, donc avoir des filtres hard, des mots-clés hard et une sorte de recherche sémantique, la combinaison, on l'avait vu dans les présentations du matin, on a tous dit, OK, il y en a besoin. Et en fait, là, on fait tous un constat et on est tous déçus des solutions sur le marché. C'est qu'il y a peu de solutions pour ce que j'ai appelé une ingestion qualitative de données. Le fameux garbage in, garbage out. Et en fait, c'est un peu le problème à quasiment tout le monde. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, juste les données de base sur lesquelles on fait cette recherche documentaire, elles sont nulles. Donc, en fait, voilà. Et comment bien les optimiser pour le bot, comment les rendre qualitatives, bien écrites, etc. et qu'elles fassent sens. La solution qu'on a envisagée, il y a je ne me souviens plus du nom, mais il y en a un qui disait qu'eux, ils n'avaient pas trop de soucis. Pour une simple raison, ils ont un wiki collaboratif où n'importe qui, un peu la Wikipédia, peut changer les articles depuis des années en place. Et en fait, les gens, quand ils voyaient que le bot répondait mal parce que les données étaient mauvaises, ils cliquaient dessus, ils les changeaient et en fait, ils ont un succès grâce à ça. Il y avait aussi la question de la récupération du feedback. Donc en fait, toute cette boucle un peu d'amélioration de la qualité des données derrière ce cas d'usage recherche documentaire, on a tous été déçus par le fait qu'en fait les outils ne le proposent pas et c'est un peu une problématique commune une fois qu'on l'a fait. Aussi en termes de solutions, on a parlé, il y a eu Cinequa qui a été mentionné et sinon en open source, PG Vector et Chroma, des classiques PG Vector de Postgre et Chroma qui est un des plus connus. Et le dernier sujet, un peu plus court, c'est l'idée de Secure GPT, donc comment on déploie les LLM à toute une entreprise, c'est quoi la strat en interne. En gros, les 2 grosses solutions qui sortent, évidemment, c'est Bing Chat Entreprise. Il y a beaucoup de gens on était quelques-uns à regarder Azure AI Studio, parce qu'en fait, on peut personnaliser des chatbots spécialisés sur voilà, et assez facilement, sans être un développeur. Voilà, la grosse problématique que tout le monde se posait et auquel personne n'a de réponse, parce que je pense que c'est un peu trop tôt, c'est est-ce qu'on a envie d'aller vers du self-service, un peu comme on a vu en data analyse, donc en fait que les utilisateurs soient capables eux-mêmes d'avoir des petits modèles à eux qui peuvent diffuser à leurs équipes ou des choses comme ça. Voilà. Est-ce qu'on tend vers ça? Comment on l'accompagne? Donc, c'est un peu les questions. La réflexion était que les solutions sur le marché ne sont pas hyper
hyper mature. Et il y a juste la team Open qui était obligée de faire de l'open source, qui a mentionné que eux, ils allaient le faire en open source avec une solution de NVIDIA, open source qui s'appelle Nemo, que je connaissais pas du tout, mais ils ont dit des grands bien. Voilà à peu Ok, près. super. Merci beaucoup, Yann, c'est super clair. Et donc, il y avait en troisième Paul. Est-ce que tu as un mot à ajouter? Ouais, bah déjà, c'était super complet là, ce que vous avez dit, donc je vais pas tout répéter. Mais on avait pas mal d'experts en fait à notre table, donc c'était intéressant aussi d'avoir leur vision. Euh, Après, on a vu pas mal de cas d'usage, mais plus d'automatisation de process, donc vraiment différent du schéma de RAG classique qu'on peut voir un peu chez tout le monde. Donc en fait, pour ça, on a parlé pas mal de fine-tuning parce que pour eux, c'est une étape suivante pour avoir vraiment une automatisation intéressante. Et il n'y a pas encore de consensus sur les modèles utilisés. Certains utilisent OpenAI, certains sont sur du Llama, certains sont sur du Mistral. Donc il n'y a pas encore de consensus. Et au niveau des benchmarks pour savoir un petit peu la qualité de chaque modèle, on s'est tous dit que fallait tester sur nos propres use cases et que du coup, voilà, il n'y avait pas de modèle miracle qui marche pour tout le monde. Donc voilà, c'était un peu ce dont on a parlé à notre table. Ok, super. Merci beaucoup, Paul. Maintenant, je vais repasser la parole à Ludovic pour introduire le deuxième atelier de stratégie de déploiement use case ou transverse. Bonjour à tous, désolé pour les soucis techniques. Alors, quelle stratégie de déploiement use case ou transverse? Peut-être pour donner deux éléments de contexte sur ce thème, avant de laisser la parole à Jean-Baptiste qui l'a animé. En fait, il y a plusieurs des adhérents de l'IMA, dont Société Générale, mais c'est aussi le cas de Bouygues, et c'est aussi le cas de grands cabinets de conseil qui se posent la question de dire est-ce qu'en fait il faut avoir une stratégie de déploiement d'IA générative par use case, donc use case par use case, ou est-ce qu'en fait le vrai levier de valeur c'est j'augmente mon collaborateur en transverse et en fait à AI for Finance, je me souviens que Société Générale notamment était intervenu en disant en fait il y a ces deux axes de stratégie et en fait on ne peut pas forcément tout mener de front et donc il peut être amené à choisir. Et donc je trouve super que ce soit Jean-Baptiste qui soit porté volontaire pour animer cet atelier. Finalement, on a fait un état des lieux disant que, en fait, on a dans nos grandes organisations, on a tous des sujets transverses, notamment de conformité, notamment, voilà, donc là, Ludovic, ce que d'aborder, voilà, le collaborateur augmenté, oui, très bien, mais finalement, comment on s'assure du bon niveau de qualité? Et autant on se disait, ben oui, il y a une valeur à avoir d'un socle technique transverse sur lequel s'appuyer, autant on se disait aussi, finalement, les cas d'usage, quand on prend un cas d'usage, on est assez précis et finalement, il y a tout un vertical métier qu'on peut driver, qui peut être drivé par ce cas d'usage et au niveau valeur métier, on est dans quelque chose d'assez précis dans la valeur qui est créée. Et du coup, de là, on se disait, finalement, il y a la nécessité d'itérer dans des conditions réelles. Il y a des difficultés à prendre en compte. Déjà, difficulté finalement de pouvoir rassembler en interne des métiers qui peuvent être très différents et d'avoir des besoins très différents. Difficulté de savoir sur quoi investir et du coup, ces plateformes transverses, elles peuvent quelquefois se révéler coûteuses à mettre en place si on a un périmètre, un scope trop large. Et puis le besoin d'itérer rapidement parce que on est sur des choses qui évoluent. Et du coup, là, au sein du groupe de travail, il y avait la notion de playground
qui avait été mise en avant. Donc c'est quelque chose qui avait été abordé dans les présentations de la journée. Et le Playground, en fait, c'est un espace de test sécurisé. Il y a un aspect bac à sable. Mais il y a aussi un aspect roadmap, c'est-à-dire le playground, voilà, il est mis à disposition par les DSI. Il y a une feuille de route avec des évolutions. La DSI donne les règles du jeu, et puis les métiers peuvent s'approprier la démarche, tester. Alors ça, on trouvait que c'était un concept intéressant. Voilà, c'est collectivement au sein de la table ronde. Et finalement, il y avait la notion d'avoir une démarche hybride finalement sur le sujet. Ben oui, il y a deux axes. Essayer de trouver le bon équilibre entre ces deux axes, c'est-à-dire que pouvoir tester rapidement sur des use cases concrets et en même temps avoir de ces use cases, pouvoir avoir des templates et une gouvernance qui permet quand j'ai des use cases similaires, d'assez facilement les rassembler et de là partir pouvoir créer de la valeur voilà, assez concrète sur du court terme et tout en inscrivant voilà, l'entreprise dans une trajectoire plus long terme avec des bonnes pratiques qui se mettent en place. Et là-dessus, on insistait sur l'importance de la gouvernance et des retours utilisateurs. Et on se disait, bon, finalement, voilà, quel que soit l'axe privilégié, ce qui compte vraiment, c'est la capacité de mettre les solutions dans les mains des utilisateurs. Finalement, c'est ça le critère principal de succès. Et on notait aussi une évolution du rôle de certaines DSI qui finalement, dans certaines organisations, aujourd'hui peuvent fonctionner plus en mode ticket, entre guillemets, c'est-à-dire avec des besoins bien définis. Et là, sur ces sujets qui demandent voilà, la mise en place finalement un peu en amont de socle technique, un rôle plus proactif d'anticipation des besoins, justement dans cet esprit-là, bac à sable. Et donc là, la vision qu'on avait sur un horizon de temps voilà, moyen terme, c'est un renforcement du rôle des DSI, la création de socles techniques transverses voilà, sur des problématiques qui sont transverses à différents use cases. L'aspect communautaire, donc ça avait été abordé aussi dans les présentations de la journée. Le fait de se dire, bon, finalement, on va avoir plein de solutions qui vont être un peu même qui sont même transverses entre différentes industries et sur lesquelles on va sûrement avoir des réponses communautaires et se baser, faire levier sur ces communautés cross-industrie. Et puis tout ce qui est aspect sécurité des solutions, des usages, des bonnes pratiques qui se développent. Donc un développement de tout ce qui est robustesse des solutions, sécurité et bonnes pratiques. Alors pour le troisième sujet, donc, qui était l'IA générative pour la transformation IT, là, on n'a pas de slide, mais on a Raphaël qui a animé une des tables. Emen, je crois, n'est pas là, mais est-ce que Raphaël, tu pourrais nous dire un mot sur ce qui s'est passé Oui, à ta table? bien sûr. Donc, peux vous résumer un petit peu les échanges qu'il y a eu. Donc, d'abord, on a fait un petit tour de table. On a pu voir qu'on avait une certaine diversité sur le type d'entreprise, voilà, des banques, de l'énergie, des mutuelles, et qui étaient à des niveaux d'avancement assez différents. Donc, certains qui juste étaient là par curiosité, d'autres qui avaient lancé des premiers tests et d'autres qui réfléchissaient à lancer ces premiers tests. Donc la première discussion qu'on a pu avoir, c'était au sujet des cas d'usage, donc des assistants de code.
Donc là, on avait des cas d'usage différents aussi en fonction des équipes. Donc on avait de l'auto-remédiation, de l'aide au code, du debugging, de la création de tests et aussi de l'analyse de sites qui ont été dits. Au niveau des outils réellement mis en œuvre, on avait GitHub Copilot et AWS Whisperer, qui semblent être les deux outils, on va dire, les premiers à être testés, qui sont les premiers à être testés. Ensuite, on a abordé le sujet des méthodes d'évaluation. Là-dessus, avec les autres équipes qui avaient commencé un petit peu des expérimentations, on a eu plutôt un consensus, on était plutôt d'accord sur la méthode d'évaluation, avec deux parties, une plutôt qualitative, où en gros on va utiliser l'outil et se faire un avis qui est très subjectif, mais qui correspond à la réalité, et des évaluations plutôt quantitatives où on va demander à l'outil de répondre à des questions et on va regarder si la réponse est correcte ou non. Donc on a partagé, donc voilà, il y avait un consensus là-dessus. Et l'autre point intéressant, c'était qu'il faudra probablement, on était plutôt d'accord sur le fait qu'il faudra probablement ne pas utiliser les mêmes outils en fonction des cas d'usage, puisque certains outils sont plus adaptés pour certains cas d'usage. Ça peut être différence de langage ou différents cas d'usage que j'ai cités au début. Voilà, pour finir sur l'aspect production, il y a eu des petits warnings, donc des points d'attention. Le premier, c'était sur l'aspect juridique. Ça a été cité que peut-être il faudra faire un petit peu attention à des développeurs externes qui peut-être seraient incités à utiliser des outils d'assistant de code auxquels ils ont l'habitude dans leurs autres missions ou dans leur boîte de prestations et qui ne sont pas forcément compatibles avec les règles en interne. Donc voilà, une vigilance à avoir sur le fuite de données et aussi le fuite du code par rapport à ça. Et le deuxième point, c'était une discussion sur la qualité du code généré et parfois des problématiques à suivre les versions des bibliothèques utilisées. Donc l'outil va générer du code qui est fonctionnel, mais pas forcément avec les bibliothèques qu'on a. Donc en fait, il ne va pas bien prendre en compte le contexte technique, et ça peut amener à des problèmes de qualité de prédiction. Voilà le résumé de nos discussions qu'on a pu avoir. Merci Raphaël. Je crois qu'Emel n'est pas là. Je ne sais pas si c'était à ta table, Raphaël, ou si c'était sur une autre. On était sur la même table du coup. C'était sur la même table, parce que je ne sais pas si tu l'as, évoqué, mais moi il y a un point sur la fiche de synthèse qui a retenu mon attention, c'est le fait que finalement il soit évoqué que finalement il y a une il y a une transformation, il y a une évolution plus des usages au niveau du métier IT, plus qu'une réelle transformation, quoi. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Moi, je ne vois pas exactement. En fait, on aurait pu se dire, avec la capacité de générer du code, de générer la documentation du code, qu'on allait être sur une vraie rupture dans les process, dans les modes de travail, dans les organisations, peut-être une réduction de l'offshoring ou des choses comme ça. Alors qu'en fait, finalement, en conclusion, je voyais le fait qu'on disait, c'est avant tout différents cas d'usage qui viennent optimiser, fluidifier, faciliter, accélérer la productivité des équipes IT, mais sans vraiment en fait changer en tant que tel les process du métier IT, quoi. Oui, je suis assez d'accord sur ce point. Évolution plutôt que révolution. Pour sortir un gros lieu commun. Je pense que cet avis-là, il est à date, parce que j'ai cru comprendre que GPT-5, il a pour ambition de complètement transformer le métier IT. Donc attention, hein. Tout ce que vous dites, c'est vrai à aujourd'hui. Après, moi, honnêtement, dans un an, je ne sais pas, hein. Et donc maintenant, après avoir parlé pas mal de technique, on va parler un peu de RH avec Marine qui a animé l'atelier
impact RH de l'IA Gen. Marine, es-tu là? Oui, qui est suffisamment stable pour vous partager les feedbacks de l'atelier. Ok, écoute, on t'entend bien là. Bon, bah, super. Voilà, donc moi j'avais une population assez hétérogène parce que j'avais quelques partenaires de l'événement, donc avec Unicorn, Crème de la Crème et OpenText, quelques corporates et puis Emmanuel Baudouin qui faisait partie, qui fait un travail sur un mémoire en fait sur l'impact de l'IA dans les RH au sens large du terme. Donc c'était super intéressant d'avoir cette diversité de profils et ça a été assez riche en enseignements. Le premier enseignement que moi j'en ai tiré, en tout cas en observant les interactions entre les différents interlocuteurs, c'est qu'on a, en termes de maturité, vraiment 3 familles de public chez les corporates. Donc on a des early adopters qui sont déjà très avancés, et c'était notamment le cas de Schneider Electric, qui ont porté depuis déjà 2-3 ans des démarches top-down et bottom-up, et c'est des démarches qu'on retrouve aussi dans le secteur bancaire ou dans le secteur de l'assurance, où il y a eu de l'évangélisation et de la formation à l'usage et au concept de l'IA et de la data, et qui ont connu cette dernière année un soutien très très fort sur la stream IAGen, avec des programmes finalement de mise à niveau de la connaissance des collaborateurs, de comment on utilise l'IAGen et comment on intègre déjà aux outils du quotidien. Donc là, les early adopters, c'est vrai qu'ils sont très très avancés et c'est sur des très gros volumes de personnes, puisque Schneider Electric, on parle de plusieurs dizaines de milliers de collaborateurs dans le monde, et en particulier une démarche qu'ils ont portée entre juillet et octobre 2023, où ils ont formé plus de 4000 personnes au prompt, en montant des formations, de la sensibilisation et aussi des promptathons, donc qui sont des hackathons dédiés au prompt. Donc là, on salue à la fois la méthode, les moyens et l'engagement vraiment top-down et bottom-up, qui fait qu'on se retrouve avec une entreprise qui devient complètement agile, non pas au sens méthodologique, mais au sens vraiment pur de l'adjectif, qui est en capacité de s'emparer des sujets et de venir les appliquer dans les cas métiers. Donc là, c'est le monde idéal, on aimerait tous être dans ce monde-là. Enfin, en tout cas, je ne sais pas vous, mais moi, j'aurais bien aimé être dans ce monde-là aussi. Ensuite, on a la deuxième population, c'est plutôt les suiveurs. Donc, ceux-là, ils sont avec une espèce de méfiance et de grande prudence par rapport au cadre juridique, au cadre législatif et à l'éthique dans l'usage des IAGen. Et donc, en fait, ils essayent de combiner à la fois le fait de détourer des usages très orientés cœur business et qui peuvent vraiment créer de la valeur, améliorer de la productivité, et aussi avec des forces juridiques, avec des forces syndicales qui viennent mettre beaucoup de pression et beaucoup de latence sur finalement des expérimentations qui pourraient s'opérer beaucoup plus rapidement. Ça, c'est ce que j'ai appelé les followers et les observeurs. Et puis, il y a les no-starters, ou ceux qui sont plus en situation de blocage et en observation passive du marché. Pardon, j'ai une petite coquille. Où aujourd'hui, il n'y a pas encore de démarche qui est clairement engagée, pas de stratégie qui est véritablement portée par la direction, mais où on va avoir plusieurs poches dans l'organisation, côté IT, côté RH, côté transfo, où il y a des groupes qui s'emparent de réflexions autour des limites réglementaires, de la sécurité, des limites juridiques et des limites discriminatoires sur l'application de l'IAGen dans le scope RH. Donc du coup, ça a créé beaucoup de questions, beaucoup d'interrogations sur les solutions qui sont mises en place par les early adopters ou par les followers et les observeurs, pour ceux qui en ont mis quelques-unes en place. On a le cas d'usage le plus répandu, c'est le chatbot RH. Sur des demandes basiques de bout en bout, où en fait on a augmenté les chatbots qui étaient déjà existants avec de l'IA générative pour réussir à finalement améliorer tous les processus d'interaction avec les systèmes. Donc ça, c'est en ce qui concerne les chatbots. De l'autre côté, on a la notion du augmenté,
Donc le collaborateur augmenté, c'est des concepts qu'on retrouve assez fréquemment, notamment aussi côté IT. C'est comment, par la mise en place de chatbots, on va réussir à restituer de l'information, injecter des données dans le SI et automatiser un certain nombre de tâches. Et donc là, c'est aussi très très valable pour les verticales RH. Ensuite, on retrouve des choses qui sont un peu plus évidentes sur des solutions d'onboarding candidat. Donc, on a fait une petite sortie de piste aussi, peut-être un peu plus loin du secteur des RH, mais autour de la gestion de la relation client et du self-care, où là, on a eu des partages de chiffres assez édifiants sur des expérimentations, notamment dans le luxe ou même dans d'autres secteurs d'activité comme la banque ou l'assurance, où une fois qu'il y a eu des mis en place, finalement les utilisateurs et les agents de ces fonctions self-care réclamaient après les expérimentations de passage à l'échelle parce que ça leur permettait d'être beaucoup plus efficaces et derrière de travailler sur des datas et des données qui étaient analysables et clairement restituables grâce à l'IA générative. La notion du parsing des documents aussi a été largement évoquée, c'est-à-dire comment, par mes chatbots et la combinaison de l'analyse des contenus d'un document, je vais pouvoir aller par un prompt, interroger ces documents tout en restant dans une interface de chat très, très, très simple. De façon très unique chez un early adopter, il y a OpenAI et ChatGPT qui ont été déployés en version sécurisée pour tous les salariés. Donc les 135 000, pardon, tout à l'heure j'ai dit 35 000, mais c'est 135 000 salariés de Schneider Electric. Et aujourd'hui, les relevés de compteurs identifient plus de 50 000 requêtes par jour, ce qui est quand même un signal assez fort d'une adoption relativement large. Alors après, ce n'est pas forcément vrai pour toutes les couches de l'entreprise, mais en tout cas, le rétexte de Schneider était assez édifiant quelques mois après la formation de beaucoup de salariés. Et moi, ce que je trouve assez sympa, c'est qu'on voit dans le secteur des RH que les chatbots ou les IA Gen sont toujours incarnés avec des prénoms. Alors chez nous, chez Randstad, on l'appelait Jackie. Chez Schneider, c'est Joe. Et donc chez Schneider, on a Joe qui est Joe l'assistant collaborateur et qui est décliné avec des verticales et des spécialités HR, IT et Joe GPT. Donc là, on voit un espèce de premier silotage dans l'enrichissement des chatbots par l'IA générative qui permet finalement d'avoir un adressage et avec une volonté de faire converger tous ces moteurs et tous ces chatbots dans un seul élément avec son LLM propriétaire en écosystème complètement fermé. Et dans les solutions, ce que j'ai observé comme étant très opérant, c'est à chaque fois que un corporate s'outille d'un service transverse, forcément, un département dédié à la fois à la formation, l'implémentation, le déploiement de l'IA Gen dans l'entreprise, forcément, ça va beaucoup plus vite auprès de l'appropriation par les collaborateurs. Merci beaucoup, François, pour les slides. Je suis très impressionné. Vous avez dit tout ça en 1 heure. Je ne sais pas comment vous avez fait. Hein. Tu reviens quand tu veux, Marine. Oui, bien sûr, avec grand plaisir, je te remercie. Vraiment, je remercie énormément notre Jean Côme qui était là de Schneider parce que c'était hyper riche tout ce qu'il nous a donné. Donc lui, il est directeur du département Data et IA Academy, donc qui a été créé il y a 2 ans. Donc on retrouve un petit peu les mêmes archétypes de ces services transverses que ce qu'on a pu voir chez Société Générale notamment. Je les recite à nouveau. Donc il y a 2 ans, ils étaient 20. Aujourd'hui, ils sont 350 pour adresser tous les sujets d'IA dans les verticales qui sont les verticales, on va dire, assez fortes de Schneider Electric. Donc c'est assez impressionnant de voir que ces verticales-là sont adressées et que les HR en font partie, ce qui n'est pas forcément le cas chez beaucoup de corporates. On voit l'IA Gen implantée dans le cœur business, dans les métiers, dans la partie commerciale, mais peut-être un peu moins dans les RH. Et comment il s'appelle Donc bien évidemment, côté Randstad. Tu peux nous redonner son nom, s'il te plaît? Oui, c'est Jean Côme Renaudin. Alors, voilà, Jean Côme Renaudin, pardon. J'ai dit François Côme, mais c'est Jean Côme.
Ok. Vra- Ouais, c'est J'ai fait un impressionnant. mélange. Continue, Ils, Marie, continue. ils avaient déjà un beau réceptacle hein, chez Schneider. Moi, j'ai eu l'occasion d'interviewer la personne qui a mis en place toute leur démarche d'IA. Ils ont de data, ils ont un gros portail très très salarié. C'est Schneider Et Electric. vraiment, il faut aller regarder ce qu'ils ont fait, c'est vraiment top. Hein. C'est très orienté client produit, mais c'est vraiment bien. Ouais. Effectivement, très inspirant. Donc ça vaudrait peut-être le coup d'aller creuser effectivement avec lui encore plus dans le détail. Il y a beaucoup de questions qui ont été adressées concernant ce que faisait Randstad. Donc pour vous le repartager, moi ça fait 2 ans que je porte une approche par use case terrain, notamment sur l'implémentation de l'IA et de l'IA Gen avec le premier POC que j'ai monté il y a 2 ans sur comment on fabrique des annonces diversifiées. Donc il y a le use case qui est détaillé dans le livre blanc de l'IMA. Aujourd'hui, on a articulé 3 streams. Le premier, c'est un groupe de travail d'une dizaine de personnes dans les verticales marketing, DSI, expérience client, expérience talent, innovation, où on travaille ensemble à la définition de la stratégie globale de l'entreprise autour de l'IA, et pas que de l'IA Gen, mais autour de l'IA au sens large. Ce sont des choses qu'on avait déjà présentées il y a 1 an avec le DSI digital. Et qui aujourd'hui commence à prendre corps avec une vraie volonté de la part de l'exécutif leadership team d'investir massivement sur ça. On travaille sur la priorisation des use cases à forte valeur ajoutée, c'est-à-dire qu'est-ce qui aujourd'hui est le plus painful pour nos équipes opérationnelles dans notre métier. Et puis, on est aussi sur le passage à l'échelle d'un certain nombre d'expérimentations que j'ai pilotées depuis 2 ans autour de l'entretien augmenté, de l'assistant du consultant, de l'assessment et la gestion des no-shows qui sont vraiment des éléments très painful dans la rentabilité de notre cœur business. Et comme on est un groupe international, tout ça vient percuter un petit peu ce que le global et la holding nous demandent. Donc, on a l'innovation et l'IA qui est à la main des pays pour le moment, mais on a des guidelines d'usage des LLM, des interdictions d'utiliser ChatGPT dans certains cas ou d'une certaine façon. Et puis, par rapport à la Google Suite qu'on utilise, typiquement, tout ce qui sont les outils d'IA générative connectés à la Google Suite, par exemple dans Google Slide, aujourd'hui, c'est bloqué par notre admin sur les postes de travail. Voilà pour vous donner aussi un petit éventail de ce qu'on fait ou de ce qu'on ne fait pas côté Randstad. Dans les autres sujets, dans les bullet points, le point de la confidentialité des données avec la préférence pour du on-premise sur tous les sujets de l'IA GenRH, c'est vraiment très prépondérant, partagé par tous les corporates qui étaient autour de la table. La notion de débiaisage des IA a été vraiment mise sur le devant de la scène, notamment sur les sujets de discrimination, d'équité, d'inclusion et de diversité. Le change management, là où on a dans certaines organisations beaucoup de freins parce que l'IA générative fait peur, on remplace des métiers, on vient en augmenter d'autres, et puis finalement, comment tout un chacun peut s'en emparer. Problématique RGPD également sur des sujets RH un peu plus sensibles, sur l'analyse des causes d'absentéisme. Et voilà, j'ai reposé la question à un moment donné dans le tour de table, d'où partaient les initiatives d'expérimentation sur les IA au sens large du terme et sur les IA Gen. Donc on voit qu'il y a plusieurs streams selon les entreprises. Il y a encore des questions et des préoccupations majeures qui ne trouvent pas forcément de réponse suffisamment rassurante dans ces temps d'échange. Quand on parle notamment de candidature, quand on a des outils d'IA Gen qui commencent à donner des diagnostics de candidats et d'un matching par rapport à un poste ou par rapport à une offre d'emploi, quelle est la fiabilité, quels sont les biais, et finalement cette notion d'éthique revient encore sur la table, de savoir si on est bien dans une logique d'équité, d'inclusion, de diversité. Alors souvent, moi, ce que je me permets de rappeler, c'est que l'être humain porte également énormément de biais et que finalement les IA Gen sont peut-être moins compliqués à débiaiser que les humains ne le sont, et en tout cas plus maîtrisables parce qu'elles fournissent un résultat sans émotion. Donc ça fait partie aussi des mécaniques de supervision qu'on peut proposer de mettre en place autour de ces sujets.
il y a eu une remarque très intéressante autour de oui, mais comment je fais pour détecter que mon candidat, il a généré son CV avec une IA? Comment je m'assure que ce qu'il a mis dedans, c'est vrai? Et qu'on a le droit de se questionner et de développer des IA qui vont venir discuter avec des CV qui ont été générés par des IA. Donc là, on se dit, bon, on arrive dans une vision du monde qui est peut-être un peu questionnante et qui a fait monter un peu de stress chez les participants pour se dire, mais comment on arrive à se dépatouiller de cette potentielle dérive d'usage des IA du côté candidat et du côté recruteur. Voilà dans les grandes lignes qui a fait l'objet de débats et de conversations autour de la table que j'ai eu le grand plaisir d'animer. Merci beaucoup, Marine, pour cette présentation vraiment super complète. Est-ce que Michel, tu veux dire 2 mots sur la mission gouvernementale et... On a eu la chance d'être cité dans le document qui a été issu par la DGE, donc qui fait partie du ministère des Finances, comme un des piliers de la stratégie IA du gouvernement. Donc, quand j'ai vu ça, j'ai pris contact avec Guillaume Avrin, qui est le coordinateur national de l'IA. Monsieur Avrin, Guillaume, qui est vraiment très sympa, m'a dit, écoute, la semaine prochaine, je vais à Bruxelles parce qu'on fait une action commune avec les Allemands. Et donc, on a prévu, je l'ai relancé là, il est en vacances jusqu'à aujourd'hui, ce soir, et nous étions convenus avec lui que nous irions cette semaine ou la semaine prochaine à Bercy avec l'équipe IA de la DGE pour travailler ensemble et savoir comment on pouvait accélérer l'adoption de l'IA et de l'IAGEN en fait dans les entreprises. Derrière la tête, ce que j'ai, c'est de lui proposer de créer un consortium qui regroupe en fait les grandes entreprises et peut-être l'écosystème pour promouvoir en fait les solutions françaises. Voilà. Merci beaucoup Michel pour avoir reposé le contexte. Donc effectivement, c'est dans ce cadre-là qu'on est venu essayer de collecter les freins, parce que c'était finalement la demande numéro 1 de Guillaume Avrin, c'est de dire dites-moi les freins et comment on peut les lever, qui a donné lieu à cette table ronde. Alors en fait, je pense qu'on a, avec l'agenda très dense de la journée de l'Imagine-D, on n'a pas eu le temps de présenter les différents ateliers qui étaient proposés. Je pense qu'en fait, du coup, une partie des participants qui se sont installés à cette table-là, c'était pas forcément leur premier choix. Dans les points qui sont ressortis, je pense qu'il y aura de scoop pour personne. Premier point, effectivement, il n'y a pas d'offre SaaS LLM souveraine, donc une alternative à ChatGPT avec des API, etc., directement en offre européenne ou en offre française. Mais à cela s'ajoute en fait qu'il n'y a pas non plus l'alternative en cloud souverain pour pouvoir opérer ses propres modèles dans le cloud. Donc ça, c'est un petit peu plus sur l'aspect offre, mais aussi pour faire avancer le sujet. On voit quand même qu'on est sur des modèles, y compris les modèles développés par les startups françaises, qui sont massivement entraînés sur des datasets anglais et qui, du coup, sont plus performants en anglais et ont peut-être une certaine culture générale, ou peut-être certains patterns de pensée qui sont plus anglo-saxons. Et donc, un des premiers éléments pour faire évoluer cette situation, c'est certes l'existence de datasets français, mais aussi la création de benchmarks pour mesurer la qualité des modèles en français. Effectivement, Guillaume Blanc, côté Mistral, disait en fait, il n'y a pas vraiment d'incentive pour les labos de recherche ou pour les éditeurs à sortir un modèle pertinent, enfin performant en français, puisque de toute façon, ça ne sera pas mesuré. Donc, créer des benchmarks en français, des datasets en français. Il y a également un point assez important, c'est que il y a aussi vraiment des domaines métiers qui sont spécifiques, qui sont très sectoriels, et sur lesquels, en fait,
pour pouvoir rapidement avancer sur un certain nombre de use cases métiers, il y a aussi besoin de modèles sectoriels, un modèle sectoriel sur le secteur finance, un modèle sectoriel sur le domaine médical. Et que ça, en fait, finalement, c'est un peu un frein parce que adapter un modèle sur un périmètre métier, finalement, il y a quand même beaucoup d'entités qui n'ont pas les ressources, les moyens, la volonté d'investir pour aller là-dessus, en sachant que les modèles évoluent vite et que du coup, se lancer dans un fine-tuning d'un modèle. Voilà. Autre point, peut-être moins évident, il y avait une préoccupation autour des biais. C'est-à-dire comment finalement je m'assure en fait que mon modèle d'IA générative il est pas biaisé, comment je peux le contrôler. Et donc était soulevé le point d'avoir des moyens pour pouvoir contrôler l'absence de biais et notamment peut-être des datasets de test avec peut-être un ensemble de questions-réponses, enfin des espèces de grilles de test qu'on pourrait faire passer pour s'assurer de l'absence de biais et donc du coup qu'on a un modèle qui a le comportement éthique attendu. L'autre challenge en fait pour les entreprises, certes on veut du souverain, mais pour avoir du souverain aujourd'hui, la réponse la plus naturelle, c'est d'héberger des modèles open source. Et les modèles open source, finalement, les héberger, c'est mobiliser des infrastructures qui sont assez énergivores pour des fois, en fait, un usage qui est limité dans le temps. Et donc, ça pose un problème RSE parce que finalement, mobiliser des infrastructures importantes, finalement, c'est un petit peu orthogonal avec les aspects Green IT. Et là aussi, du coup, finalement, le modèle souverain vient se heurter à ces contraintes, finalement, devoir opérer son modèle. Et puis, pareil, modèle souverain suppose ressources, et notamment des ressources GPU. Et aujourd'hui, en fait, c'est quelque chose sur lequel il y a des longs délais d'approvisionnement. Et là aussi, c'est à nouveau un frein. Au niveau des opportunités, il a été rappelé qu'il y a des initiatives qui ont été lancées par le gouvernement, notamment une initiative OpenLLM. Et puis, en termes d'attente, finalement, il y a quelque part une attente qui avait déjà été partagée à un doutant que, je pense en novembre ou en décembre de l'IMA, où il y avait pas mal d'adhérents qui étaient présents, sur l'idée d'avoir une de fédération des acteurs pour pouvoir passer plus vite à l'échelle. Peut-être pour avoir un modèle français, peut-être pour avoir un modèle sectoriel, pour pouvoir avoir un certain nombre d'outillages pour contrôler l'absence de biais. Enfin voilà, une notion un petit peu de fédérer les acteurs pour passer plus vite à l'échelle. La notion d'avoir des data hubs, de datasets pour pouvoir, pareil, mieux contextualiser les modèles. Une préoccupation plus spécifique qui est de dire en fait aujourd'hui, au-delà des datasets pour apprendre le français ou pour apprendre un domaine sectoriel, il y a aussi des datasets pour apprendre le comportement, les capacités des modèles. Au même titre que sur la partie question answering, il y avait une initiative avec Etalab, faire des datasets qui permettent en fait d'adapter un modèle sur du langage français, à avoir un comportement, un type de raisonnement sur du français. Voilà, il y a un petit peu la même préoccupation qui a été soulevée. Et puis ça rejoint un point que j'ai déjà mentionné, mais d'une manière plus globale, les acteurs seraient intéressés pour avoir un scoring éthique, ESG, des principaux modèles, qui soient open source ou commerciaux, disponibles, pour savoir en fait
pas simplement orienter le choix sur un benchmark technique, mais pouvoir aussi orienter le choix sur des critères sociétaux. Voilà, de choisir les bons modèles. C'est un petit peu ce qui a pu être partagé. Je voudrais profiter de l'occasion pour remercier tous les animateurs des ateliers, déjà pour avoir animé les ateliers et avoir partagé et préparé ces synthèses de restitution de très haute qualité. Et remercier aussi tous les participants qui ont répondu présents pour être partagés avec nous cette restitution, sachant que voilà, la date a été fixée il n'y a pas si longtemps que ça, et ça nous fait plaisir de vous voir aussi nombreux. Et donc, comme je l'ai évoqué, les rencontres, en particulier l'Outank, c'est une co-construction. Donc, voilà, sur vos propositions de REX, de partage, de vos attentes en termes de thèmes, etc. Voilà, remontez-nous à François, à moi, vos envies pour qu'on puisse construire le programme des prochaines rencontres. Un grand merci à tous. Très bonne fin de journée. Merci Ludovic et merci à tous.